Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va parler du TDAH, trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, et notamment du traitement pharmacologique médicamenteux du TDAH. Un article a été récemment publié dans une très grande revue scientifique, le New England Journal of Medicine, par un très grand professeur de médecine et de psychiatrie, le professeur Samuel Cortez, qu'on a eu l'honneur d'avoir à 3 reprises sur cette chaîne en interview, et j'espère bien que c'est pas la dernière fois. Et donc il m'a fait l'honneur de m'envoyer une copie personnalisée de l'article, et je ne résiste pas à la vanité de vous la montrer. Vous trouverez le lien de l'article dans la description de cette vidéo. Il m'a adorablement rajouté un petit copier-coller d'un petit message qu'il m'a écrit à la main. Je suis extrêmement honoré, et encore une fois, c'est pas bien la vanité, mais on fait ce qu'on peut. Je ne suis pas parfait. Voilà. Donc on va parler de son article, qui est vraiment une revue de la littérature scientifique à ce sujet. Il est expert dans le domaine, reconnu. On parle du TDAH. Qu'est-ce que c'est que le TDAH ? Le TDAH, c'est un certain nombre de symptômes qui posent problème, qui sont handicapants pour les personnes. C'est une propension plus élevée que la moyenne à être distrait, à être impulsif, à avoir une hyperactivité, qu'elle soit motrice ou psychique, avoir un défaut d'inhibition, c'est-à-dire une incapacité à s'empêcher de toucher, de parler quand il faut pas, de penser à plein de choses dans sa tête, de gigoter, de tout ce que vous voulez. Une incapacité à s'empêcher de, et ça, particulièrement dans les situations où il y a du stress ou alors il y a un déplaisir. On sait que ce trouble est éminemment circonstanciel, c'est-à-dire que le handicap généré dépend des circonstances et qu'il y a des capacités attentionnelles qui sont tout à fait bonnes dans les situations propices. Donc c'est pas un trouble qui est constant, qui est permanent. C'est un trouble qui est aussi fréquent. Ça touche entre 4 et 8% des enfants et entre 1 et 5% des adultes. Donc c'est un trouble qui n'est pas rare du tout. C'est le deuxième trouble le plus fréquent en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est très fréquent dans nos consultations, presque aussi fréquent que le numéro 1 qui est les troubles anxieux. Donc c'est vraiment les deux troubles qu'on a fréquemment devant nous en consultation. C'est un trouble qui est plus fréquemment, on va dire, diagnostiqué dans l'enfance. 70% des diagnostics ont été posés dans l'enfance, 30% à l'âge adulte. Bien qu'il y ait probablement beaucoup d'adultes qui soient passés entre les mailles du filet pour diverses raisons, surtout dans les pays où le diagnostic et le traitement n'est pas fait comme la France, on en parlera dans quelques instants. Enfin, pas fait, ou en tout cas pas assez fait. Le traitement de première intention, c'est un traitement par psychostimulant. Alors, il y a deux grandes classes de psychostimulants. Il y a les amphétamines d'un côté et le méthylphénidate de l'autre. Donc, le méthylphénidate n'est pas un psychostimulant. C'est le traitement qu'on a, nous, en France, à disposition. Les noms commerciaux, c'est Ritaline, Concerta, Medikinet, Quasim. Voilà, je donne les noms commerciaux, pas pour faire de la pub, parce que je n'ai pas d'intérêt financier avec ces laboratoires, mais simplement pour que vous sachiez de quoi on parle. Ce méthylphénidate, en plus, est génériqué. Il existe maintenant le méthylphénidate génériqué, donc voilà. Donc bien se rappeler que le méthylphénidate n'est pas une amphétamine, c'est deux familles de molécules différentes. Nous en France, nous n'avons pas à disposition les amphétamines. L'efficacité de ce type de molécule, elle est connue depuis 1937, avec une autorisation de mise sur le marché des psychostimulants, notamment le méthylphénidate, aux États-Unis en 1955, donc par la FDA, l'autorité de régulation aux États-Unis. Donc c'est un médicament qui est très ancien, à l'échelle des médicaments en médecine générale, c'est un médicament très ancien. Et c'est un médicament qui a été beaucoup prescrit. Parce que si vous voulez, il y a des médicaments très anciens, mais très peu prescrits. Donc on n'a pas beaucoup de recul, même s'ils sont très anciens. Là, c'est un médicament beaucoup prescrit et très ancien. Donc on a un recul qui est absolument considérable. En termes d'efficacité, le traitement, il est prescrit donc de manière relativement différente en fonction des pays. Il y a des pays qui prescrivent très peu, puis des pays qui prescrivent beaucoup le traitement. Aux États-Unis, par exemple, chez l'enfant, c'est 5,56% des enfants qui bénéficient de ce traitement-là. En France, c'est l'autre extrême, c'est le plus bas qui existe, c'est 0,39%. Voilà, on est vraiment à l'extrême de l'extrême. Nous sommes des extrémistes en France au sens le plus statistique du terme. Nous sommes dans les extrêmes absolus. Nous sommes vraiment ici, avec une tendance à une légère augmentation, mais qui est extrêmement faible. La France est un pays très particulier sur le plan du TDAH et du méthylphénidate. Il y a une étude
sociologique d'ailleurs qui a été faite à ce sujet spécifiquement, tellement c'est un cas à part. Mais bon, ça, voilà, c'est un autre débat que celui que nous avons aujourd'hui. Alors chez l'adulte, ça va de 0,01% à Hong Kong, donc c'est un chiffre vraiment extrêmement faible, sachant que il n'y a pas de raison qu'ils aient pas, comme tout le monde, 1 à 5%, allez on va dire 2% de personnes qui souffrent d'un TDAH. Il n'y a pas de raison génétique. Et aux États-Unis, c'est 2,11% des adultes qui bénéficient de traitements pour leur TDAH. Donc en termes d'efficacité, il y a plusieurs méta-analyses qui ont déjà été faites. Une méta-analyse qui a recensé l'ensemble des études randomisées contrôlées en double aveugle, donc des études de plus haute qualité. Alors c'est pas parce que on recense des méta-analyses, enfin c'est pas parce qu'on recense des études randomisées contrôlées en double aveugle que c'est forcément parfait. Il y a beaucoup de critères pour faire une bonne méta-analyse, bien plus que juste le design de l'étude. Donc quand on fait les choses correctement, on s'intéresse. On s'aperçoit que les traitements autorisés aux États-Unis par la FDA dans le traitement du TDAH, donc les psychostimulants et les autres, comme la tamoxétine ou d'autres, eh bien, ont plus d'efficacité que le placebo. Alors, encore heureux, puisque s'ils ont été autorisés, c'était parce qu'il y avait des études qui laissaient le penser que... Mais oui, mais bon, après, il y a d'autres études qui sortent, et est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, c'est toujours le cas. Donc ça aussi, c'est une chose importante. Les traitements autorisés aux États-Unis, dont un seul est possible en France, eh bien, ont une efficacité supérieure au placebo. Bon, ça c'est quand même pas un détail. Ensuite, en termes de taille d'effet, c'est-à-dire quelle est l'efficacité finalement de ce type de traitement, parce que c'est pas parce que c'est mieux que le placebo que c'est franchement efficace. Ça peut être juste un tout petit peu mieux que le placebo. Non, la taille d'effet, elle est vraiment bonne. Et si on la compare aux autres troubles en psychiatrie et aux autres médicaments qui font référence dans ces autres troubles en psychiatrie, eh bien, elle est plutôt plus élevée. Donc on a une belle taille d'effet, on a une belle efficacité de ce type de médicaments, notamment des psychostimulants. Alors il y a plusieurs études aussi qui ont montré que ces molécules, quand elles étaient prises par un individu, donc à titre individuel, elles permettaient d'avoir moins d'accidents de la vie, je sais pas, des chutes, des machins, des trucs, moins d'accidents de la route, de souffrir moins d'addiction, d'alcool, de drogue, etc., de faire moins d'actes criminels, d'avoir des meilleurs résultats scolaires ou professionnels. Et ça, c'est pour un individu donné. C'est-à-dire, en moyenne, c'est vrai, mais même pour un individu donné, entre le moment où il le prend, le moment où il le prend pas, puis où il le reprend, on voit des différences. D'accord ? Donc, c'est vrai au niveau global et c'est aussi vrai à titre individuel. Et donc, tout ce que je viens de vous citer, c'est quand même pas des détails. Les performances scolaires, les performances professionnelles, le risque d'addiction, c'est comme, je veux dire, on n'est pas sur des petits détails de qualité de vie de rien. On n'est pas sur comment j'ai comblé ma ridule de, je sais pas quoi, de la patte d'oie ou je sais pas comment on dit. Vous voyez ? C'est quelque chose qui change la vie des gens pour de vrai. Et donc, c'est pas du tout un détail. Sur le long terme, chez les enfants qui ont pris le traitement depuis en moyenne au moins 4 ans et demi, quand on fait un groupe qui continue le traitement, puis un groupe qui arrête, pour voir un petit peu quelles sont les différences après toutes ces années, eh bien, on voit que le traitement continue à avoir une taille d'effet qui est significative, qui n'est pas aussi importante qu'au tout début du traitement, mais qui reste quand même relativement présente. Donc ça aussi, c'est intéressant. Sur le long terme, le traitement garde au moins en partie une efficacité. En termes de risques et d'effets secondaires, on retrouve quelque chose d'assez, moi je trouve, d'assez significatif et d'assez représentatif des traitements qui fonctionnent très bien. C'est que quand on compare avec du placebo, les enfants qui prennent du méthylphénidate ou les adultes qui prennent des amphétamines, eh bien, ils arrêtent moins le vrai traitement que le placebo. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, pour cause d'effets secondaires, en général, même dans les traitements qui fonctionnent bien, on a tendance à arrêter un peu plus le traitement parce qu'en général, il y a plus d'effets secondaires. Et donc, même si ça fonctionne, on l'arrête quand même. Eh bien, le méthylphénidate pour les enfants et les amphétamines pour les adultes, c'est l'inverse. Les gens arrêtent plus le placebo. Voilà, donc c'est quand même pas aussi un détail, ça. Je trouve que c'est assez significatif. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. On retrouve entre autres une petite augmentation du rythme cardiaque, en moyenne 5 battements par minute. Donc si vous passez de 70 à 75 ou de 80 à 85, d'accord, une petite augmentation vraiment toute petite de la tension artérielle de l'ordre de 2 mm de mercure, c'est-à-dire que en langage clair, c'est-à-dire que si vous étiez à 12,8, vous passez à 12,2, 8,2 pour parler très simplement. Sur le plan de l'électrocardiogramme, des anomalies n'ont été retrouvées que chez moins de 2% des patients. Et c'est pour ça qu'en France, aujourd'hui, on ne recommande plus de faire un électrocardiogramme. On considère que ce n'est pas utile, sauf cas particulier, bien sûr, hein, mais on ne recommande plus de faire le traitement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui continuent à le faire. J'avoue que je suis peut-être parfois un peu tenté de continuer à faire systématiquement un électrocardiogramme, mais voilà, il y a d'autres raisons qui peuvent aussi nous amener à les faire quand même. Mais en tout cas, pour la partie
traitement notamment par méthylphénidate, ce n'est plus recommandé. Alors, il y a une méta-analyse qui a montré aussi qu'il n'y avait pas d'association statistiquement significative entre la prise du traitement, notamment par psychostimulant et par méthylphénidate, et le risque, par exemple, de mort subite, ou d'AVC, ou d'infarctus du myocarde, ou de toute autre cause de mort. C'est-à-dire que quand on se pose la question du rapport bénéfice-risque d'un traitement, il faut quand même se poser aussi la question de ce qu'il est dangereux, parce qu'on a vu qu'il était efficace, même plutôt très efficace, avec une belle taille d'effet. Mais est-ce que je ne risque pas de mourir, quoi? Alors évidemment, une molécule qui est si ancienne, qui a été si prescrite, si le risque était très élevé, on le saurait déjà, mais est-ce que j'ai quand même pas un petit risque quand même de mourir? A priori non. Il n'y a pas. Alors, tout est possible évidemment, si vous faites une allergie ou un machin, mais de manière scientifiquement objectivable, il n'y a pas de surrisque de mortalité avec le traitement, notamment avec les psychostimulants comme le méthylphénidate. Alors, concernant aussi la croissance, la taille, parce que ça aussi, il y a un grand fantasme là-dessus. On mesure la taille comme si c'était vraiment le truc absolu, l'effet secondaire terrible, etc. Bon, en moyenne, l'impact sur la taille, il existe peut-être. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus compliqué d'évaluer correctement ça parce que c'est sur des années et le suivi des patients, il peut se faire sur des années, mais du coup, la méthodologie qui sera utilisée pour faire ce suivi ne sera pas de qualité. C'est-à-dire que ce ne sera pas une étude randomisée, contrôlée en double aveugle sur 10 ans. Ça ne marche pas comme ça, on ne peut pas faire ça. C'est pas possible. Donc, la méthodologie, elle est moins bonne. Donc, ce que je vous dis, c'est plus sujet à caution. Il semblerait qu'il est possible qu'il y ait une baisse... pas une baisse de la taille, on ne rapetisse pas, mais un ralentissement léger de la croissance, de l'ordre de quelques centimètres maximum en quelques années, c'est-à-dire maximum 3 centimètres, on va dire, en 3 ans par exemple. Donc si ce phénomène existe, d'abord c'est pas chez tout le monde, et quand il existe, ce n'est pas un phénomène très important. On ne perd pas 10 cm de taille, c'est pas vrai, d'accord. On peut perdre quelques centimètres à tout casser, et en général, je dirais que quand on prescrit le traitement, c'est qu'il y en a vraiment besoin, et donc... perdre quelques centimètres à côté, c'est peut-être... Bon, après, c'est les gens qui décident, ils font ce qu'ils veulent, on leur explique, donc ils font ce qu'ils veulent, mais en général, c'est pas quelque chose qui pèse énormément lourd dans la balance, honnêtement. Surtout que ça n'arrive pas systématiquement du tout, d'accord. Ça, c'est important. Après, il y a quelques études qui laissent aussi à penser que les personnes sous TDAH, par rapport aux mêmes personnes quand elles ne prennent pas le traitement, eh bien, elles ont moins de risque de dépression, moins de risque de crise maniaque, donc dans le cadre d'un trouble bipolaire, lorsqu'elles prennent un traitement thymorégulateur. Donc, quand elles prennent le méthylphénidate, c'est mieux que quand elles ne le prennent pas, même si les deux personnes sont sous thymorégulateur, régulateur d'humeur, dans le trouble bipolaire, qui a moins de crise d'épilepsie. Ça, moi, je l'ai appris, j'avoue, dans cette review de Samuel. Je ne le savais pas, je n'avais pas cette notion-là. Je pensais que c'était neutre, mais a priori, il y a peut-être même un petit risque protecteur de crise d'épilepsie. Alors, il y a peut-être plein de mécanismes qui peuvent expliquer ça, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Moins de risque suicidaire, notamment avec le méthylphénidate. Le méthylphénidate réduit le risque suicidaire chez les personnes souffrant de TDAH. C'est quand même pas aussi un détail, je crois. Enfin, voilà. Qu'il n'y avait pas d'augmentation avec le méthylphénidate de risque de psychose et ou de délire. D'accord, ça aussi, c'est plutôt correctement montré. Ensuite, concernant le risque pour les femmes enceintes. Alors, le risque, on ne le connaît pas bien, donc de manière générale, il faut éviter de prendre du méthylphénidate pendant la grossesse, sauf cas vraiment très extrême. Il semblerait que le risque soit pas très élevé. En tout cas, le risque de malformation serait autour de 0,01%. Vous voyez, autant sur l'efficacité, on a des trucs randomisés, contrôlés en double aveugle, des méta-analyses d'études super sérieuses, voilà, on est sûr des trucs et tout. Autant pour ce genre de détails, non, de cas particuliers, donc pendant la grossesse, on a moins de certitude. Donc, dans le doute, il vaut peut-être mieux être un peu prudent. Il y a peu d'études à ce sujet, mais il semblerait que les personnes qui n'ont pas de TDAH et qui prennent le traitement par psychostimulant, notamment par méthylphénidate, n'aient pas d'amélioration de leur capacité cognitive. Donc ça, je dis ça à toutes les personnes qui pensent que c'est une pilule miracle qui marche chez tout le monde et qui permet d'améliorer les performances scolaires chez tout le monde. Bah non, a priori, c'est pas vrai du tout. D'accord. On rappellera que pour l'adulte, quand même, les recommandations, c'est en Europe, dans des sociétés savantes, j'insiste, des sociétés savantes, pas forcément des États, mais des sociétés savantes, en tout cas pas de la France, c'est de recommander en première intention un traitement psychostimulant, en première intention, avant même des psychothérapies. Donc ça, c'est aussi un élément à connaître et qui n'est pas négligeable. De manière générale, on peut considérer que le rapport bénéfice-risque des traitements psychostimulants, et notamment du méthylphénidate, puisque c'est ça qu'on a en France, chez les personnes souffrant d'un TDAH, que ce soit dans l'enfance ou l'âge adulte,
est en faveur du traitement de manière assez nette. Ça veut dire qu'il faut en parler à votre docteur si vous souffrez d'un TDAH, que c'est une discussion que vous avez avec, que si vous êtes adulte, vous ne serez pas remboursé. Donc tout ça, il faut connaître toutes ces données. Nous, on est là pour apporter des données scientifiques, donc c'est important que les gens soient au courant. Mais effectivement, c'est loin d'être une folie, c'est même plutôt raisonnable de proposer un traitement par méthylphénidate, tant chez l'enfant que chez l'adulte. Chez l'enfant, on a des études à partir dès les preschool, c'est-à-dire avant même l'entrée en CP, donc à partir de 4 ans, 3-4 ans, on commence à avoir des études, et on a des études même chez les personnes relativement âgées. Donc on a une fourchette qui est quand même assez large de données, avec évidemment le cœur des données qui est chez l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. Là, chez l'adulte, on a aussi déjà beaucoup de données, mais chez les personnes très âgées ou les personnes plus jeunes, chez les preschool, on a un peu moins de données. D'accord ? Donc, c'est une revue de Samuel Cortez qui nous a fait un grand plaisir, un grand honneur de nous envoyer directement sa publication avec son petit mot. Encore un grand merci à toi, Samuel, d'apporter des données scientifiques dans ce débat qui, en France, n'est pas scientifique du tout. En particulier pour la France, je vous rappelle que la France, c'est vraiment un cas particulier concernant le TDAH et le traitement du TDAH. Vraiment, la France, c'est vraiment très, très, très spécial. Même si on le compare aux autres pays, si on prend l'échelle, là, si on le compare même aux autres pays qui prescrivent peu, même la France est un cas spécial, même parmi les pays qui prescrivent très peu. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Encore une fois, il y a une étude sociologique très intéressante qui a été faite à ce sujet. Mais on n'est pas dans la science, quoi, en France. C'est pas un débat qui est scientifique en France. C'est un débat qui est très passionné, très politique, malheureusement. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis, je vous incite, si vous le souhaitez, à vous abonner à cette chaîne. Il y a plein de contenus de ce genre-là qui sont des revues de la littérature scientifique et qui peuvent vous intéresser. Je vous invite aussi à mettre un pouce bleu, à partager beaucoup. Partager, ça nous aide énormément. Partager des données scientifiques sourcées, qui ne sont pas simplement l'avis des uns et des autres, mais qui sont des choses vraiment publiées dans des très grands journaux. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et dans une prochaine vidéo. Bye.